oui, vous êtes dans le débat de cryptage. Je vous l'ai dit, nous faisons cet exercice exceptionnellement avec Stéphane Tora, qu'on ne présente plus, un vieil habitué de ce plateau. Il est observateur de la vie politique. Avec lui, nous allons aborder ce que je vous soufflais tantôt, ce que je vous annonçais tantôt, la désobéissance civile en période électorale. Que comprendre? Quels sont les motifs, les vrais motifs, les vrais mobiles qui expliquent cette descente des deux anciens chefs d'État et autres ténors de l'opposition dans le marché d'Antokpa en toute fin de la semaine écoulée? Eh bien, pourquoi le faire maintenant, en période électorale et plus précisément en période de campagne? Quels enseignements, quelles leçons tirer de ce comportement? Alors, Stéphane Tora, bonjour. Bonjour Loris, bonjour aux amis auditeurs, auditrices téléspectateurs. Téléspectatrices d'Eden TV, de Diaspora FM. Content d'être sur le plateau, content pour décrypter le thème soumis à notre attention. Alors, Stéphane Tora, oui. La désobéissance civile est définie comme le refus à assumer et public de se soumettre à la loi, à un règlement, une organisation ou un pouvoir à qui on reproche des choses, tout en faisant de ce refus une arme de combat, une arme d'expression, bien évidemment. Oui. Et nous l'avons suivi, je dirais, une première fois dans l'histoire, la descente de deux anciens chefs d'État en période sensible et délicate comme celle électorale que nous traversons actuellement. Alors, ils étaient au marché d'Antokpa. C'est vrai que ce passage n'a pas duré parce que les forces de l'ordre sont intervenues pour les ramener dans le rang, en quelque sorte. Alors, et quand ce geste, de pareils gestes en viennent à être posés par de hauts cadres de la République, d'anciens chefs d'État, quelle lecture générale peut-on faire de ce comportement? Merci Loris. Abordons avec la tête franchement froide le comportement de nos chers deux anciens présidents. Avant d'aborder leur comportement, avant d'expliquer leur comportement, il faudrait d'abord que nous soyons d'accord sur le fait que notre Constitution a prévu à chacun de s'exprimer selon son angle de vue sur la gouvernance dans son pays. Et la désobéissance civile est prévue dans notre Constitution. Et cette désobéissance civile, telle que prévue dans la Constitution, permet à chaque citoyen... Mais pas en termes de désobéissance civile. Non, permet à chaque citoyen mais en termes de lutte pour sauvegarder... Voilà, pour pouvoir permet à chaque citoyen de s'exprimer et de dire sa voix par rapport à ce qui se fait de bien ou de mauvais lorsque certains intérêts du peuple sont touchés. Bafoués plutôt. Maintenant, lorsque le peuple se dit confiné, pressé par rapport à des comportements donnés, libre à ce peuple-là de prendre la voie de façon vraiment légale pour s'expliquer, pour s'exprimer, pour se faire véritablement entendre. Ceci étant, que deux anciens présidents de la République ayant occupé et royalement la fonction présidentielle en viennent à susciter la violence, la révolte. C'est un peu inadmissible. Et d'un trait, il faudrait que nous disions, non, ils ne sont pas en train de montrer la voie à la désobéissance au peuple, aux gens qui les suivent, mais plutôt d'appeler, et quand on écoute leur thème, c'est appeler la population
à descendre, appeler la population à la violence, ce qui est contraire au thème de désobéissance, au principe constitutionnel de désobéir, tel qu'on peut dire là, au principe constitutionnel de désobéir. Donc, moi, d'entrée de jeu, je vous dis, je ne partage pas leur façon de faire, mais je les respecte. Ça aurait été de simples citoyens que ça se comprendrait. Ça aurait été des gens aussi affiliés, et, je ne sais pas, répondant d'eux, que ça se comprendrait. Mais jusqu'à leur niveau, franchement, déplorons ça. Et également, disons à la face du monde que quand on dit que nous ne sommes pas en démocratie et que ces gestes-là se font dans la République, c'est parce que cette démocratie-là, elle est vivante et elle bat son plein. N'est-ce pas? Oui. Alors, de l'opportunité maintenant de cette descente et des mobiles qui sous-tendent, inutile de rappeler l'exclusion de l'opposition, y a-t-il selon vous d'autres mobiles, d'autres raisons qui expliquent ou c'est seulement l'exclusion, le caractère non inclusif? Bon, le caractère non inclusif, ça s'explique. Hein. Chacun a son degré d'analyse, hein, a son angle d'analyse par rapport à ce que d'autres appellent exclusion. Supposons que exclusion il y a. Est-ce que d'anciens présidents, c'est comme ça que d'anciens présidents vont influencer et le président actuel a changé de position? Je ne crois pas. Ils ont tous les canaux possibles pour atteindre ce président-là. Ce n'est pas comme nous autres qui allons demander audience et puis attendre des jours et des jours pour avoir réponse. Et systématiquement, quand ils vont solliciter, ils auront l'audience et parler de ça. Et on a vu que l'ancien président Soglo a été reçu plusieurs fois sur demande. C'est systématiquement accordé et il va exprimer ce dont il souhaiterait que le pays soit orienté. Il va l'exprimer. Vous savez, moi j'ai un peu du mal dans notre contexte actuellement parce que nous tous, nous sommes au courant des choses. Hein. Nous avons appris beaucoup de choses bien avant même que la crise politique actuelle ne soit véritablement au niveau où il est. Bien avant ça, au moins, il y a l'ancien président, le respecté, l'excellentissime Thomas Polignaï, qui a été rapproché plusieurs fois pour pouvoir donner son point de vue, mais à chaque fois, on entend qu'il ne souhaiterait pas rencontrer des émissaires. Ça veut dire qu'il y a eu au moins des tentatives pour pouvoir raccorder. C'est vrai qu'on a eu aucune source fiable qui atteste de ce qu'il a décliné l'offre. On a eu des publications sur WhatsApp et autres qui font état de ce que voilà, il aurait décliné l'offre, il ne souhaiterait pas rencontrer l'actuel chef d'État. On a eu des publications et on a eu beaucoup de sources fiables. Et je ne voudrais pas lancer de défis parce que nous sommes dans une analyse. Et il y a eu ces moments-là que je crois bien l'ancien président devait saisir pour s'expliquer, pour exprimer et faire la pression sur son collègue actuellement en fonction pour que les choses aillent bien. Mais les instants là ont été bafoués. Bon, quand c'est bafoué, quand vous ne tenez pas rigueur par rapport à ce qui... Bon, quand on dit ce qui va loin, mais là, ça monture. Voilà. Quand vous ne voulez pas aller loin et que vous prétendez que, bon, peut-être que votre voyage se termine aussi court là, bon, vous ne taillez pas d'importance aux instances. Voilà que, en réalité, vous vous apprêtez, vous faites tout pour aller encore très loin. Et les circonstances, les conditions qui devaient vous amener et les situations qui devaient concourir à ce que le parcours soit profitable, soit confortable à tout le monde, vous avez bafoué ces instants-là. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se jeter dans la rue, qu'il faut appeler les gens à barricader, qu'il faut appeler les gens à brûler.
Or, je suis sûr et certain que dans leur message, dans leurs différents messages, ce n'est pas appeler les gens à brûler, à barricader. Mais voyons ce que ça donne leur message. À chaque fois qu'ils disent, bon, on ne fera pas ci, il n'y aura pas ci, sans qu'il y ait certains nombres de la classe politique présents aux législatives. Ce que ça donne, on a vu. Donc, au moins, eux deux doivent savoir qu'ils ne sont plus des Béninois lambda, qui sont des autorités et qui doivent porter une certaine voix morale. Donc, je les appelle à s'assagir davantage, puisqu'ils sont des sages et un sage sait comment faire pour toucher un autre sage, même si ce dernier est dans la perdition. Donc, je crois bien que leur sortie, quoique les gens applaudissent, pour moi, ça ternisse davantage notre image. Nous avons vu l'ébullition, la classe de la classe politique nigériane au temps de Goodluck Jonathan, qui ne s'attendait pas avec son ancien locataire de la présidence du Nigeria, le vénérable Oba Sanjo. Mais Oba Sanjo ne s'est pas mis dans les rues. Oba Sanjo n'allait pas de marché en marché. Mais nous avons vu, nous regardons et nous apprécions l'expérience du Ghana. On n'a jamais vu à Tamilis, John, Stéphane Toura. Jamais aller, non. Mais c'est des gens qui se respectent et qui utilisent les canaux pour se faire véritablement mieux et bien entendre. Et si on pouvait tricher ceux-là, ça serait une bonne tricherie pour l'évolution et l'enracinement de la démocratie de chez nous. À propos de l'ancien président de la République, Boni Yayi, pourquoi faire ce choix pourquoi cette descente juste au lendemain de sa sortie officielle? Vous l'avez suivi la semaine écoulée, où il donnait de la voix à travers une déclaration officielle devant la presse nationale et internationale. Mais pourquoi seulement quelques jours après, il gagne le marché dans Tokpa? Cette chronologie est-elle anodine? Non, vous savez, il faudrait qu'on se dise certaines vérités. Certains ont, par leurs agissements passés, ont compromis leur aura. Disons les choses clairement. Être écouté et avoir du charisme, c'est deux choses différentes. Premièrement, nous avons lu sur la page Facebook de l'ancien président un appel à jeûne et à la prière. Ah oui. Jeûne et prière en temps, et nous sommes dans la semaine... Ce qui colle bien à la semaine sainte. Et c'est ce qu'il a appelé. Mais cette semaine n'est même pas encore finie. Quand il était remonté au créneau, devant micros et caméras, pour demander à ceux-là à qui il demandait de jeûner, de prier, de gagner les rues. Voilà, c'est un peu ambigu. Voilà que ceux-là, peut-être, n'ont pas écouté. Même s'il n'a pas dit aussi ouvertement comme vous l'exprimez. Il faut que nous... De manière insidieuse, oui. Nous exprimons ce que les gens veulent dire en disant, faites tout. Lorsqu'un ancien président de la République, ayant lourdement conduit le pays, là où il est, là où il peut, vient à dire, faites tout pour bloquer le processus en cours. Ça veut beaucoup dire. Faites tout. Or, n'oublions pas que en son temps, il a suffi seulement qu'il dise que si l'opposition ne va pas aux élections, qu'il n'y aurait pas du tout élection. Et on a vu un soulèvement à Kilibo. Et il y a eu mort. Et pas seulement. Non, je prends le cas le plus sanglant. Je prends le cas de Kilibo. Voilà ce qui s'est passé. Et qu'il vient à dire, faites tout possible. Encore qu'il peut ne pas lier ses propos aux initiatives, aux différentes initiatives et aux échauffourées de Kilibo. Non, il faut lier les choses. Ne jouons pas à l'autruche. Il faut très forcément lier les choses. Et ceux qui écoutent et répandent
le mot d'ordre sont des gens assez liés au président de la République, à l'ancien président de la République. Nous visionnons les audios qui appellent les gens à se manifester, à aller gagner les rues, à faire tout pour empêcher les autres d'exprimer le fruit de leur liberté. Ça, ce n'est pas un bon comportement citoyen. Si un président vient à dire, un ancien président, qui a tout un canot de circuit autour de lui, malgré qu'il soit ancien président, ces canaux continuent de vivre, ces canaux de renseignement continuent de l'alimenter. Un ancien ne peut pas se mettre dans la population, dans la poussière et appeler tout le monde à boire de l'eau salée. Ce n'est pas un bon comportement. Je trouve, peut-être je n'ai pas les mêmes informations que cet ancien président-là pour pouvoir appeler mes semblables, mes chers parents à gagner la rue, à se faire tabasser. Non, disons les choses et condamnons véritablement. C'est la démocratie qui appelle ça. C'est peut-être en haussant le ton, en appuyant sur là où ça fait encore plus mal, qu'il aura peut-être gain de cause. On ne sait jamais. Mais voilà que, malgré que le bouton rouge soit assez appuyé, il n'y a pas retour vers tel qu'il a attendu. Et c'est justement parce que le retour n'est pas acté qu'il est rentré dans le marché pour chercher, pour moi, de la popularité. Ce n'est pas dans le marché qu'on cherche de la popularité. C'est déjà là où ce n'est pas un bain de foule ordinaire, vous l'avez suivi. Il y avait un objectif, il y avait un message à passer. C'est toujours pour être en accord avec le message. Et ce sont deux hauts cadres hyper populaires qui ne doutent point de leur popularité. Non, c'est pas sûr, c'est pas vrai. Nous ne faisons pas cette lecture. Nous ne faisons pas cette lecture. Nous n'allons pas faire lecture. Ça n'est pas le cadre et qui ont de charisme. Oui. Mais laissons l'affaire de popularité. Parce que quand on est populaire, en étant chez soi, on peut faire déplacer la population vers soi. Et si ça ne colle pas et qu'on est obligé d'aller perturber les gens dans leur lieu de travail, dans leur lieu professionnel, disons que ce n'est pas de la popularité ça. Là, n'encourageons pas, et je le dis, n'encourageons pas que les gens fassent du bourriant en plein cœur du marché. Ce n'est pas bien. C'est arrivé. Vous avez commencé tout à l'heure à établir un lien entre la semaine sainte, le premier message d'abord sur la page Facebook. Vous n'avez plus tiré la conclusion, le premier message qui était un message bien pieux, hyper sage. Puis après, la déclaration officielle devant la presse. Et maintenant, la descente. L'acte. Oui. L'acte. Non, mais je dis qu'il faut les lier. C'est que d'abord, on vient nous dire, bon, jeûnons et prions. Ça, c'est un lavage du cerveau. Pour moi, analyste politique, on vient vous laver le cerveau pour dire de vous mettre en règle. Soyez donc des gens sains d'esprit. Et après, on vous dit, d'accord, lorsque vous êtes devenu saint, pensez que votre avenir se joue maintenant et prenez les rues. Mais ceux qui sont sains d'esprit et de corps ont compris que en se jetant dans les rues, peut-être que le peu qu'ils ont aujourd'hui ne va plus aboutir. Ils n'ont pas répondu, ou bien ils n'ont pas bien compris l'appel devant la presse nationale et internationale. Et comme l'appel n'est pas peut-être bien cerné, bon, on a posé l'acte. On a posé l'acte pour leur montrer le chemin. Les anciens présidents ont voulu donner l'exemple. Ils ont donné l'exemple. Espérons que l'exemple passe. Mais ce n'est pas un bon exemple. Moi, je continue de le dire. Et ce qui nous arrive, vous allez voir, ce qui nous arrive là, c'est d'abord de notre propre chef, mais également la faute de nos présidents, qu'ils soient anciens ou nouveaux. C'est de leur faute. Vous savez, il nous manque une voie d'autorité morale. Dans tout ce qui se joue là, c'est qu'il manque une voie
d'une personnalité. Ou plutôt une restructuration complète des instances de la République, des institutions. Même si on restructure toutes les instances de la République, il arriverait toujours un moment où ça ne va pas cadrer dans dans le peuple en général et au niveau de ces institutions-là en particulier. Maintenant, ce que les gens ont fait et qu'ils ont péché contre ce pays, c'est que ceux-là qui devraient être ces voies où on devait faire recours en cas de situation, bien sûr, ils ont essayé de faire mouiller tous ceux-là en politique et étant colorés, leur voix ne porte plus. Leur voix ne porte plus. Et normalement, en sachant... Comme l'a dit l'autre ami Zéminia, on a essayé d'occuper leur bouche. Et vous savez que la bouche occupée ne peut plus exprimer autre chose. Ne peut plus exprimer, ne peut plus rien exprimer. Or, normalement, au moins nous avons deux très hauts cadres en la personne de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et de l'ancien président Thomas Boniaï, qui devraient normalement incarner la voix d'autorité, même s'ils étaient politiques, en n'ayant plus de mandat politique à faire valoir dans le pays, ils devraient incarner... En dehors des politiques, on a encore les différents clergés, on a encore d'autres sages. Mais vous voyez, on a des sages. Mais maintenant, les écoute-t-on? On ne les écoute plus. On ne les écoute plus parce que... Et pourquoi leur voix ne porte-t-elle plus? Parce que dans un passé récent, on les avait intéressés par une subvention. N'oublions jamais ça. D'autres ont décliné, mais d'autres ont accepté. Non, mais malgré la subvention non, mais lorsque le problème de subvention est intervenu, c'est fini. Les voix non, ça n'a pas calmé tous les clergés. Il y a des clergés qui sont toujours montés au créneau. Les voix n'ont plus il y a les cadres religieux qui ont... Les voix n'ont plus cette scandale-là. Les voix n'ont plus bien sûr. Cette puissance-là. Vous avez suivi, par exemple, le père Pénoukoun, à une certaine époque, à l'avènement de ce régime, qui a donné de la voix. Et vous avez suivi... Et qui continue de donner de la voix. Alors, est-ce que cette voix la porte? Si. Cette voix la porte? Oui. Ah non, mais moi, je ne le sens pas. D'abord, c'est le père Pénoukoun, ce n'est pas les archevêques. Voyons les archevêques aussi sont montés au créneau la semaine écoulée. Ça n'est pas le... C'est que maintenant, là, nous allons de plus en plus dans la division, dans la multidivision des choses. Puisque si tu vas dans une communauté, vous avez toujours, que ce soit une communauté religieuse et traditionnelle, vous avez toujours une voix concordante et une voix, non, vous avez plusieurs voix concordantes et une voix discordante. Ça veut dire quoi? Et les voix concordantes là sont ceux qui représentent cette communauté. Les voix discordantes, c'est des soufis, ceux qui sont en bas et qui, en réalité... Ça n'est pas le cas partout, ça n'est pas le cas dans toutes les obédiences. Non, pas dans toutes les obédiences. Je ne connais pas deux branches d'associations de religions endogènes aujourd'hui. Je ne connais pas deux branches du clergé catholique aujourd'hui, non. Donc ça vous dit qu'il y en a quand même qui sont restés unis, droits dans leur bord. Qui sont lourdement critiqués. Tant mieux, toujours est-il qu'ils font le boulot. Pas ceux de qui répondent premièrement. C'est tant mieux, je vous le concède. De toute façon, revenons et réaménageons, bien réamons nos mentalités, reconstituons nos autorités ou bien les gens qui devaient être notre porte-voix pour que quand ceux-là, lorsque la maison est sur la voie de s'enflammer, quand ceux-là vont prendre la parole, vont prendre le devant, que au moins les gens s'entendent, s'accordent et se font des concessions pour pouvoir avancer. Lorsqu'on manque de ceux-là, vous pouvez amener n'importe qui de l'extérieur pour venir, ça ne porterait rien du tout. Parce que c'est à la maison qu'il faut mieux s'entendre,
et se comprendre. Stéphane, disons-nous, le linge sale se lave toujours. Stéphane Tora, il y a seulement quelques années, l'ancien président de la République, Thomas Boni Yahi, en appelait, fustillait de pareils comportements, de ceux qui intimident, de ceux qui suscitent la révolte, la peur, la psychose dans le pays. Mais qu'est-ce qui a pu changer de cette période à maintenant? C'est vrai que c'est deux statuts différents. Ça, c'est de la période où il était au pouvoir à son statut actuel d'ancien chef d'État. Mais qu'est-ce qui peut amener un cadre à changer sensiblement de par son comportemental? Bon, disons, il y a d'abord... Puisque la nation reste la même. La nation reste la même et... Pourquoi hier fustiger un comportement et aujourd'hui le promouvoir? La nation reste la même. Les tests qui gouvernent la nation n'ont pas changé d'hier à ce jour. N'ont pas encore changé jusqu'à la Constitution reste la même. Jusqu'à ce jour. Lions ça à chaque niveau d'exercice de la citoyenneté. Quand on était président, on doit pouvoir faire respecter les tests, mais quand on n'est plus président, c'est également... Il faut pouvoir le faire davantage. Non, normalement, quand on n'est plus au pouvoir, quand on ne détient plus le pouvoir actif, on doit pouvoir faire comprendre, ça veut faire gagner raison à nous autres qui ne connaissons pas ces tests-là, malgré qu'on dise nul n'est censé ignorer les lois là. Nous en sommes à 99% ignorants. Donc, ceux-là qui ont eu à exécuter ces pouvoirs-là devraient normalement nous éduquer à ce que nous respections effectivement les tests. Voilà. Et devons le faire davantage voilà qu'ils ne sont plus au pouvoir. C'est ce que je dis. Parce normalement qu'ils incarnent la sagesse, ils incarnent une entité. Voilà. Maintenant, n'oublions pas, il y a des intérêts, il y a de gros intérêts en jeu. De très gros intérêts en jeu. Nous avons... Qui ne doivent pas dépasser celui de la nation. Lorsque nous avons notre intérêt est fortement en contraste, c'est qu'on joue son tout pour pouvoir les sauvegarder. Je ne dirais pas que l'ancien président est en train de lutter pour ses intérêts individuels ou bien de lutter pour les intérêts des siens. Mais il vous dira pour la démocratie. Mais le comportement reste un peu dubitatif à notre niveau, qu'on cloche la démocratie à certains faits, uniquement à certains faits. On dit que sans ces faits-là, il y a plus de démocratie. Ça reste un peu une interrogation que ensemble nous allons pouvoir trouver solution. Sinon, en réalité, moi je lis ça plutôt aux intérêts individuels et personnels ou aux intérêts de partisans. Sinon, que la situation actuelle n'est pas une situation d'emblée voulue. C'est une situation qui s'est imposée à tout un chacun. Et nous devons normalement, en démocrate et légaliste, dire bon, on y va. Peut-être nous allons davantage redoubler d'efforts pour pouvoir changer le sens des choses. Pour vous prendre au mot, est-ce que cette situation s'est vraiment imposée? Est-ce qu'elle n'a pas été générée par les cadres, par les ténors, les caciques des différentes chapelles? Ah non, mais lorsque les hommes sont appelés à pondre de tests, nous avons encore dans notre niveau, dans notre environnement africain ici, la mentalité de ne pas bien faire les choses pour tout le monde. Et lorsque nous sommes à l'instance où les tests sont réfléchis et transcrits en loi, au lieu de pouvoir faire ces lois pour l'intérêt de tous, quelque part, on essaie de sauvegarder l'intérêt de quelques-uns. C'est là
où la mésentente naît. Maintenant, lorsque certains se retrouvent à ce niveau de responsabilité, à ce niveau où les tests se construisent là, en réalité, ils devaient faire les choses en toute harmonie. Bon, je ne veux pas parler de consensus, parce que lorsque vous jetez, à chaque fois là, on me dit, bon, non, c'est en toute harmonie, en tout échange et en respect mutuel que ces tests-là doivent être élaborés afin d'impacter la vie de tout le monde. Et maintenant, lorsque les restrictions sont déjà mises, les trucs là, les renforcements sont faits pour écarter, franchement, on dirait, Stéphane Toura, est-ce qu'amontons sciemment la imposé. polémique des tests? Parce qu'on ne finira jamais avec cette polémique, vous le savez. Alors, pour les anciens chefs d'État, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, c'est sûrement parce que, selon eux, ils ont épuisé toutes les voies. Et peut-être la dernière qui leur semble peut-être fiable, c'est la rue. Non, bon, et après en avoir appelé les citoyens à le faire, peut-être que les citoyens tardent à le faire, ils ont voulu donner l'exemple. Mais maintenant, quels enseignements tirer et quelles leçons donner pour la postérité? Bon, d'abord, nous n'allons pas les vouer aux hégémonies, nous n'allons pas les accabler. Ils sont en train de faire, selon leur lecture, ce qui devrait être. Maintenant, enseignement, nous devons d'abord revoir les instances à participer au processus politique dans notre pays. Et quand je dis revoir, bon, il faudrait que nous ayons au moins un cadre institutionnel qui reprenne tous ces anciens présidents d'institutions, que ce soit ancien président de la République, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président... Vous voulez nous amener à faire comme la France, c'est ça? Si ça peut permettre à ce que, à chaque fois, la tension s'apaise, ou qu'on donne une orientation et on renforce cette institution. Il faut que je finisse, sinon je ne vais pas être allez-y. Donc, il faudrait que nous pensions à institutionnaliser une instance qui reprenne ces anciens présidents d'institutions, ancien président de la République, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président de la HAC, ancien président de la Cour suprême, ancien président de la Cour constitutionnelle. Là, c'est des gens qui ont eu à faire appliquer de droit les textes de la République. Et ces gens sont capables de donner une lecture par rapport à certains tests que l'Assemblée peut-être va vouloir voter, ou que le président de la République, la présidente de la République va vouloir proposer. Et lorsque des avis comme ça, les avis de ces éminences-là seront recourus, c'est que les gens auront beaucoup plus le sentiment d'être beaucoup utiles à la poursuite du processus dans notre pays. Sinon, actuellement, c'est comme si, bon, ils ont fini leur mandat au niveau de ces institutions-là, et dès qu'ils quittent, ils ne servent plus à rien. Et ils ont le sentiment de n'être pas utilisés pour l'intérêt du pays. Comme ça, lorsque des situations comme la situation actuelle que nous vivons, des situations surviennent comme ça, ils vont se dire, bon, qu'est-ce que nous autres, nous allons apporter si déjà nous ne sommes pas approchés au début de l'élaboration des tests? C'est que, bon, chacun choisit son camp et veut forcément que son camp ait son mot
a dit dans le processus. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsque ils ont constaté que leur mot n'est pas suivi, leur appel n'est pas suivi, ils sont obligés de mettre les pieds dans les plats pour se faire aussi entendre. Mais ce n'est pas un bon comportement, selon moi. Selon moi, ce n'est pas du tout à conseiller, ce n'est pas du tout à rééditer. Trouvons la manière pour les faire encore intervenir dans le processus de développement de notre pays. Mais ce n'est pas en trouvant les moyens qu'on leur donne encore un pouvoir de bloquer le travail de celui qui occupe leur position, est-ce que pour finir, ancienne position. Est-ce que pour finir, la politique ne devient pas un piège pour les politiques béninois? Parce qu'il y a quelques années, un opérateur économique disait que c'est l'asile des menteurs, que l'une ne s'y adresse jamais. Et il y est aujourd'hui de plein pied, même avec ces démêlés que vous savez. Alors, hier encore, Bori Yahi fustigeait ces comportements, ces mêmes comportements, ces mêmes actes qu'il pose aujourd'hui. Alors, pourquoi se laissent-ils rattraper par leurs actes, les faits? Ne doivent-ils pas quand même tirer le son je dirais, de ces faits pour se corriger ou savoir désormais quels propos tenir, quels actes poser et garder à l'esprit que l'histoire retient tout, même si nous autres nous oublions? Ce qui est là, c'est nos comportements. Hein. Et il ne faudrait pas dire autre chose, c'est nos comportements, notre façon de se dire où nous sommes dedans, où nous ne sommes pas dedans. Et nous sommes en train de construire notre démocratie. Nous sommes en train de construire notre pays à notre image. Et ce processus tient compte de tous ces égarements possibles. Quand je dis égarement, ce n'est pas négatif. Je dis c'est des choses qui devraient normalement venir pour que nous sachions comment se contenir, comment se comporter après. On parle de grande démocratie. C'est des démocraties qui durent depuis des siècles, au moins. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes allés dans cette procédure-là, dans ce processus politique-là, que d'office, nous serons à l'image des autres d'un trait. Non. Nous aussi, nous allons construire notre démocratie, nous allons construire notre nation, nous allons construire notre unité afin d'avoir un idéal autour duquel tout le monde doit se retrouver. Pour le moment, c'est la recherche de cet idéal-là, c'est la recherche de cette façon de bien vivre, bien et mieux vivre ensemble-là, qui fait que, bon, chacun se dit, mon idéal vale mieux que ce qu'on nous propose. Finalement, on finira par aller à cet idéal-là, on finira par construire une belle nation où on ne dirait plus, si mon voisin se retrouve à une position pour déterminer les choses au nom de tout le monde, on ne va plus l'acculer ou l'accuser de ce qu'il ferait quelque chose uniquement pour les siens et non pour les autres. Donc, petit à petit, nous allons y arriver. Le comportement, d'autres ont aimé ça, applaudi ça, d'autres, comme moi, ont condamné ça. Peut-être que l'idéal serait ce que j'ai proposé, créer une structure, créer une institution, même si ce n'est pas constitutionnel, peut-être que c'est une institution dont les conseils doivent être pris en compte dans l'organisation et l'orientation des choses. Je parlais d'un cadre qui occuperait davantage ces anciens chefs d'État. Pour les débarrasser de leur... Même si dans la manière, on peut peut-être y voir ne serait-ce qu'une forme d'affront déguisé. C'est à croire que, voilà... qu'ils sont pour le moment un tout petit peu trop libres, qu'il faille maintenant les occuper de manière institutionnelle. C'est vraiment ça. C'est parce que maintenant, ils sont tellement très libres pour se laisser embominer par les gens en qui ils continuent d'avoir une certaine foi, une certaine croyance. Maintenant, s'ils sont occupés à faire des choses pour la République, je suis certain... Et bien occupés. Et très bien occupé à faire des choses pour la République. Je suis certain que
la politique la politique partisane, là, et ils vont devoir laisser ça et réellement s'engager et laisser la place, puisque ils incarnent, quoi qu'on dise, ils incarnent un charisme. Ils devraient normalement... Ils constituent une mine d'expérience. Et devraient normalement associer à cette mine inestimable-là une voie morale. Et chacun va se dire, mais ce sont les anciens, c'est le conseil des anciens. Maintenant, reste à voir si ce conseil des anciens que vous suivirez ne sera pas encore une autre institution de plus. C'est vrai que cela aura pour, à vous croire, hein, à vous prendre au mot, aura pour objectif principal de dissiper cette forme d'oisiveté que l'on note plus ou moins. Voilà. Et vraiment. Merci Stéphane Dora, c'est donc tout pour ces échanges sur la désobéissance civile en période électorale. Que comprendre, c'est bien sûr le menu de notre décryptage du jour. Merci franchement à vous pour la disponibilité, pour les explications, pour votre point de vue. Stéphane Dora, et bonne journée. Excellente suite de semaine à vous. Merci.